Je m'appelle Richard Minier. Je suis producteur de musique. En 1999, j'ai parcouru le Mali. Et c'est comme ça que pour la première fois, j'ai vu Draman. Il avait quelque chose à me montrer. Ce fut la première fois que Draman me parla du groupe. Las Maravillas de Mali. C'était fait à Cuba. À Cuba, ça? À Cuba. C'est le seul groupe qui soit envoyé à l'extérieur pour apprendre la musique. Déjà, lorsque j'ai découvert cette histoire, moi à l'époque, et je le suis toujours, mais j'étais producteur de musique, et donc cette histoire m'a intéressé. Il n'y avait pas de moyens maintenant de recherche comme il y a, évidemment, il n'y avait pas Google et tout ça, enfin c'était vraiment balbutiement. Donc en fait, moi j'ai commencé à enquêter sur cette histoire, à rencontrer ses protagonistes, et j'ai tenu, entre guillemets, parce que c'est devenu une quête, une enquête, et que j'avais envie d'aller au bout, malgré les aléas et tout ce que je pouvais rencontrer, pas de négatif, mais en tout cas tous les obstacles que j'ai pu avoir pour essayer de faire en sorte que ce film existe. Et ma volonté première était que le groupe se reforme et de ressortir le disque aussi. Voilà, parce que producteur de musique, forcément, sujet intéressant. Voilà. On a écrit des scénarios et des idées de films au début des années 2000. Il y a des producteurs qui se sont intéressés au projet, qui l'avaient emmené en 2004 au Festival de Toronto. Il y avait des intérêts de chaînes étrangères comme la NHK, PBS aux États-Unis, mais on n'arrivait pas du tout à le faire financer. Alors à la base, c'était un documentaire qui était axé télé, hein, c'était un 52 télé classique. Et en fait, on n'a pas réussi. Donc c'est surtout quand j'ai proposé le projet discographique à Universal, à Decca Records en 2015, que ça a relancé aussi la machine par rapport au film, parce que j'avais filmé déjà pendant 10 ans. Donc il était logique que si on ramenait Boncana à la Havane 45 ans après et qu'on essayait de remonter une version et qu'on faisait de l'enregistrement, il allait se passer des choses et qu'il fallait filmer, qu'il fallait boucler cette histoire en fait. Voilà. D'accord, alors oui, c'est vrai qu'en 98, donc au tout début, j'ai lu qu'il n'y avait pas encore trop de documentaires musicaux. Après, il y a eu notamment Buena Vista Social Club, il y a eu Billy Lee aussi, Visa Billy Lee. Est-ce que vous êtes inspiré de ça ou est-ce qu'il y a eu un peu des... Non, parce que Buena Vista a sa propre histoire et que l'histoire des Maravillas est, on va dire, entre guillemets, est remplie d'histoire, quoi. C'est une histoire géopolitique, c'est les années 60, c'est la guerre froide, c'est les relations entre les pays socialistes africains qui ont été décolonisés, qui se sont décolonisés, on va dire, les relations avec Cuba. Et c'est vrai que, contrairement à Buena Vista, j'ai pas du tout la même matière. C'est-à-dire que Buena Vista, c'est les musiciens qui sont recrutés en gros par Écoudeur, qu'on met dans un studio, on s'intéresse un peu à leur carrière, mais tout de suite, c'est un documentaire plus classique dans sa forme musicale. Ils répètent et ils finissent sur les grandes scènes européennes. Voilà. Moi, c'était ni le propos, j'avais pas la matière, ce serait plus à rapprocher d'un Sugarman dans le côté enquête que d'un Buena Vista en tout cas. Pour nous, c'était vraiment une découverte parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça. Maravilla de Mali, le groupe était disloqué, chacun était de son côté. Mais quand Richard est venu me voir, d'abord, je n'y croyais pas beaucoup. Je ne voulais pas me retrouver encore dans le passé de Maravilla de Mali. Bon, avec le courage, avec les enquêtes, les quêtes et tout, j'ai vu que c'était intéressant, surtout quand j'ai été à Cuba avec lui je ne dirais pas pour la première fois, 50 ans après. Bon, je retrouve mes amis, je retrouve les rues de Cuba, je trouve la même chose, les habitudes, la nourriture et tout. Donc je me suis retrouvé comme un jeune homme de 20 ans encore. Je dis, bon, c'est Boncana, il faut faire du Boncana. J'ai mis du sérieux, je l'ai cru, quoi. C'est une belle histoire. Ouais. Et justement, Draman Coulibaly, je crois que c'est dans le documentaire, dit il y a 3 choses à Cuba, la musique, les femmes et la boisson. Ça a changé quand vous êtes revenu? Il y avait des choses nouvelles? Non, Cuba ne change pas. Ni la musique, ni les boissons, ni les femmes. Ça fait partie de leur culture. Ça fait partie de leur culture. Bon, maintenant, quand on vient d'un pays comme le Mali, on ne va pas venir faire comme les Cubains. On va laisser les Cubains avec leur culture et s'y adapter. Ce qui nous intéressait, c'était apprendre la musique, revenir au pays pour enseigner la technique musicale aux Africains. Mais Cuba, c'est Cuba, vraiment, c'est beau. C'est-à-dire, moi, je ne l'ai pas rencontré. Ce jour-là, j'ai joué avec l'orchestre Aragon. Bon, et comme Fidel Castro, c'était toujours des surprises.
Même quand ils venaient vous voir, il y a 3 voitures qui se ressemblent, qui se suivent. Est-ce que Fidèle est dans la première, la deuxième, la troisième? Bon, c'était une surprise en fait pour voir ces étudiants africains. Parce que imaginez-vous que Fidel Castro et Che Guevara débarquent à 14 h chez les étudiants. Alors là, on me dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et ça s'est passé ainsi. Donc, on ne peut pas l'oublier. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Ça fait partie des archives. Et je voulais revenir un petit peu au montage. Comment avez-vous travaillé? J'imagine qu'il y avait énormément de rush. Vous étiez plusieurs. Il y avait 200 heures de rush et l'apport d'Edouard Salier qui est important dans le film parce que c'est un ami à moi. On a travaillé ensemble sur des clips musicaux au milieu des années 2000. En fait, je lui parle de ce projet. Je lui dis que je vais retourner à Bamako, retrouver Bonkana Maga. Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu, donc on est en 2015. Et moi, je sais que je vais aussi réaliser l'album. Donc je sais qu'il faut que j'ai des moyens vraiment supplémentaires et un regard aussi extérieur. Et donc avec Edouard, on s'entend très bien. Et en fait, il est venu avec moi au Mali, puis après à la Havane, et il a filmé. Et en fait, il a aussi déporté un peu sa caméra sur moi, parce que ce qui plaisait à Edouard, c'était un peu la quête impossible de Richard Minier. Donc c'était lui, le titre qu'il donnait au film. Ce qu'il disait, c'est l'histoire folle d'un producteur qui essaie de faire renaître et de faire connaître un groupe méconnu des années 60. Et donc, il a amené non seulement ses chefs-op, il a amené son regard, il a amené ce système aussi de narration. Et puis, il a amené son monteur qui s'appelle Julien Perrin, qui est vraiment excellent et qui a passé avec moi 6 mois à dérocher, à monter, à triturer les images. On avait 200 heures de rush, donc c'était énorme. Et Edouard ne voulait pas voir ce que j'avais tourné avant, il voyait que les trailers. Donc, il avait un regard très vierge aussi sur ce qu'on allait faire en termes de montage, sachant qu'il me faisait confiance et il faisait confiance aussi à son monteur. Voilà. Fidèle, il est venu vous voir. Il est venu comme ça vers 2 h du matin. En fait, c'est le Tché qui a fait l'interprète. Qui a fait l'interprète. Ah ouais, nous. Après, on a essayé d'avoir une grammaire qui nous permettait de passer de l'un à l'autre, et je pense que par la narration, où en fait on suit moi qui raconte l'histoire, on peut se permettre de passer de 2018 à 2000, en passant par 2004, en passant par 2016. Et après, il a fallu faire des choix par rapport à ce qu'on voulait raconter et à la façon dont on voulait le raconter. Je pense qu'à l'écran, en fait, on est habitué maintenant à voir aussi ce type de documentaire, et que c'est pas un problème à partir du moment où c'est assumé et que dès le début, c'est assumé. Et je pense que ça fonctionne. Et puis de toute façon, il y a quelque chose aussi qui est clair, c'est qu'on n'avait pas le choix. Donc voilà, on ne peut pas raconter cette histoire en s'arrêtant avec mes images ni la commencer en 2015, quoi. Donc voilà. Oui, en fait, c'était ça mon avantage, parce que moi, je suis du saxophone au Mali, et j'avais un orchestre au Mali, je préfère dire à Gao, un orchestre que j'appelais le Negro Band. Je jouais déjà du saxo, donc arrivé à Cuba, pour moi, ça a été un peu plus facile que les autres, parce qu'il y avait déjà l'oreille musicale, l'expérience et tout. Et quand on a commencé, j'ai commencé à composer, à faire des arrangements, parce que je suivais tout le temps les orchestres comme l'orchestre Aragon, Panchel Bravo, Neno González, la Chapotin, Fajardo, tout ça là. Je voulais comprendre la différence entre la charanga et conjunto, là, les trompettes et puis les violons. Et c'est ainsi qu'ils ont vu que bon, j'avais des facilités pour faire les arrangements. Je ne suis pas venu pour dire je suis le chef d'orchestre. Moi, je les ai appelés, j'ai dit voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et puis, tout s'est automatisé, quoi. Bon, Bonkana Maga, arrangeur, en même temps compositeur, et arrangeur des folklores maliens aussi. Voilà, on a vécu comme ça. J'ai toujours été un chef d'orchestre. Depuis que j'ai commencé la musique, j'ai toujours dirigé les musiciens. Depuis le Mali, depuis le Mali, le Negro Band, ensuite Maravias de Mali, ensuite j'ai créé l'orchestre de la télévision de la Côte d'Ivoire, où Mali et Bongo on jouait ensemble. J'ai toujours créé des orchestres et dirigé, et ensuite, maintenant on se retrouve avec Maravias de Mali. Donc il y a toutes ces expériences-là qui jouent pour moi, pour Bonkana. C'est des musiques différentes. Mais quand on est dedans, Africando, c'était plus difficile. Parce que j'avais affaire à des chanteurs africains qui ne connaissaient pas la musique cubaine. Donc il fallait prendre les voix et faire des transformations. Vous avez vu comment ça a marché. Donc ça a été une grande expérience aussi pour moi. Les arrangements des trompettes, piano et tout ça. Et revenir au violon, en fait, revenir à mes vieux amours. Parce qu'on a commencé avec la charanga. Et Maravilla de Mali, c'est la charanga. C'est la douceur, c'est la beauté.
Et là, le premier groupe africain afro-cubain était né. Et ce groupe d'étudiants maliens devient tout d'un coup l'emblème des relations entre Cuba et l'Afrique. J'avais beaucoup de cheveux, mais les cheveux ont fait comme ça. Il a été une explosion dans le monde, et particulièrement en Afrique. Au revoir. Vous avez fait un parallèle intéressant avec le réalisateur qui s'est un peu rapproché de vous pour raconter un peu votre histoire justement. Et c'est vrai qu'il y a justement une scène dans le documentaire, la rédaction des partitions ou de mémoire, il refait tout. Est-ce que le mémoire aussi, j'ai l'impression que la mémoire c'est un peu un thème central dans votre documentaire? L'idée, c'est quand même de montrer que ces musiciens, qui sont les premiers musiciens d'Afrique de l'Ouest à savoir écrire la musique, ont un niveau d'études quand même extrêmement fort et qui ont surtout été jetés aux oubliettes de l'histoire de la musique, de les ramener sur l'échiquier de la musique du monde, enfin, ou la world music, comme vous voulez. Et le fait d'avoir ces images, le fait de les voir rejouer ensemble dans une chambre d'hôtel, ou que Bonkana écrive sa musique et tout ça est vraiment un témoignage important, parce qu'on est dans les années 60, il n'y a pas d'image d'archives d'eux, il y a 30 photos d'eux et basta. Donc on n'est pas sur un documentaire sur les Beatles, on n'est pas sur des choses connues, on n'est pas sur des choses qui existent, qui sont tangibles. Donc il faut raconter une histoire dans un cadre qui est la guerre froide, dans un cadre qui est une situation géopolitique, dans un passé aussi un peu douloureux, Mali, France, avec la décolonisation, et en même temps, c'est aussi raconter un pan de l'histoire du Mali, et un pan d'une histoire où les groupes, la musique, la culture étaient heureuses, et qui fait là un petit peu écho à ce qui se passe actuellement au Mali et depuis quelques années. Donc oui, la mémoire, la transmission, le temps qui passe, et puis ce film, c'est aussi la relation entre Bonkana et moi, où moi je suis un jeune producteur français qui débarque, qui a 30 ans, où je trouve un père spirituel qui en même temps me adoube aussi mes idées par moments. Enfin, je veux dire, l'idée c'était aussi d'être dans la modernité dans le disque, dans la modernité aussi dans le film, de montrer quelque chose de pas classique par rapport à une histoire qui ne l'est pas non plus. On va dire que c'est un peu une psychanalyse ce film, hein. C'est 20 ans de ma vie, donc des projets en 20 ans, vous en faites pas non plus souvent, enfin faut bien calculer. Et non, mais ça m'a appris aussi, ça remet aussi un peu les pieds sur terre par rapport au business de la musique tel que j'ai pu le vivre ici, parce que c'est une autre histoire, un autre temps, que moi j'ai aussi créé sans le faire exprès, et de par aussi ce qui s'est passé pendant 20 ans, un temps qui est complètement différent de produire du contenu tous les jours et délivrer une série en un an. Enfin voilà, c'est autre chose, hein. C'est pas du tout par goût ou par jeu, hein, mais en tout cas ça m'a appris ça. Puis aussi j'ai l'impression que moi j'ai vécu avec les Maravillas et qu'eux ont vécu quelque chose qu'ils avaient vécu dans les années 60, c'est une fraternité, une solidarité. Voilà, donc si moi j'ai été le passeur, le témoin de remettre ce groupe sur l'échiquier de la musique et les faire renaître, bon, c'est plutôt une belle mission, et puis ça vaut 20 ans. Voilà. Ça vaut 20 ans parce que ça n'a pas non plus été une tannée. Enfin, je veux dire, je me suis pas surendetté, il n'est pas arrivé d'accident. Le seul regret, effectivement, c'est qu'il n'y ait plus que Bonkana pour voir ça, mais il est là, il représente aussi la mémoire des autres, il y a leur famille, qu'on a vu à Cuba, qu'on a vu au Mali, donc je pense que c'est ça qui est important dans le film. Je n'avais plus qu'une idée en tête, celle de tous les réunir pour les faire rejouer ensemble. Africa mía, que bella de sueños, tierra de sueños y mela. Cette histoire, c'est 18 ans d'enquête. 18 ans de quête. Je crois que, comme Richard disait, comment il a découvert Draman Coulibaly, la flûte, qui faisait la différence en jouant de la flûte, que ça faisait vraiment cubain par rapport aux Maliens. C'est ainsi que ça s'est passé pour moi en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé justement avec le rendez-vous chez Fatimata et j'ai fait du playback à la télévision un midi. Et le ministre de la Culture de l'époque, qui était le directeur du conservatoire, parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de flûtiste en Côte d'Ivoire. J'ai joué, on m'a vu, et le directeur du conservatoire s'est déplacé à la télévision. Il me dit, mais enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Il me dit, non, lundi, c'était un samedi midi. Il me dit, bon, à l'époque, il me dit, passez le lundi soir, on va vous essayer pour voir ce que ça donne. Tout ça. J'arrive, je trouve un orchestre symphonique là-bas. Je trouve un orchestre symphonique,
Et je me rappelle de ce que j'ai joué, c'était la suite en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Et la badinerie. Vous vous rappelez de ça? Pour ceux qui connaissent la musique baroque. Je me dis, mais ce monsieur-là, c'est un petit diable, le noir qui joue de la flûte comme ça, machin. C'est comme ça que j'ai été embauché en Côte d'Ivoire. Donc ils ont découvert, ce que Richel a découvert à Draman, ils ont découvert ce monsieur qui joue de la flûte, qui fait du cubain, qui fait du classique. Du coup, toutes les portes étaient ouvertes. Du balayeur du conservatoire jusqu'au président de la République qui était au Fouet-Boigny. Et c'est ainsi qu'on m'a dit un jour, pourquoi tu ne crées pas un orchestre pour la télévision? Et j'étais jeune, j'avais 32, 35 ans, je ne sais pas. Donc je faisais des shows télévisés comme à la Havane. C'est ainsi que ça a commencé. Donc j'ai été accepté par toute la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. J'ai formé beaucoup de générations de musiciens en Côte d'Ivoire, les professeurs de lycée et collège et les instrumentistes du conservatoire. 20 ans de ma vie, avant de revenir en France, parce que finalement, moi je pensais que c'était le rendez-vous du donner et du recevoir. Moi j'en donnais beaucoup, mais j'étais au-dessus des autres. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de venir vivre à Paris, dans les années 90. C'est vous qui avez écrit... Et c'est là que Richard est venu me trouver quelques années plus tard au studio Harrison à Pantin. C'est vous qui avez écrit Rendez-vous chez Fatimata. Ouais. Oui, c'est ça. Vous avez dit la vie c'est des risques. Vous avez toujours soif d'aventure, de continuer des projets, de... Moi j'ai toujours pris des risques. Et même quand je suis rentré au Mali, en 2005, parce que le président de la République, ATT, Amadou Ousmane Touré, m'a fait appel. Donc parce qu'on croyait. Et j'ai commencé à faire des projets avec la société Maestro Sound Mali, que tout le Mali connaît. Et ça a coïncidé aussi avec les émissions que je fais avec TV5 Monde. Ça fait 20 ans maintenant, j'ai créé une émission musicale qui fait la promotion de la musique africaine et la promotion des artistes africains sur une chaîne internationale francophone. Et c'est comme ça que tout se passe. Voilà, tout va bien. Vous avez des projets? Ah oui, j'ai toujours des projets. Toujours. Maintenant, le gros projet, je verrai avec le producteur, c'est de diriger un orchestre symphonique en Afrique, mais avec que des instruments traditionnels, symphoniques. Mais on ramène quand même quelques cordes pour faire ce mixage africano-européen. On espère que le film va être sélectionné au festival à Ouaga, le FESPACO, en février 2021. Il a été acheté par tous les instituts français du monde, dans le monde. Donc à partir de septembre, il va, au gré de la programmation des instituts français, il va forcément voyager. Et il va, je pense, en toute logique, vu ce que ça raconte, il va forcément voyager dans les instituts français en Afrique. Parce que comme vous savez, en Afrique, les cinémas, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, c'est compliqué. Donc là, au moins, on a une visibilité qui va être amenée par l'Institut français qui est énorme. Le film sort aux États-Unis aussi l'année prochaine, en février, par le distributeur de Kirikou. Il a été acheté. Il sort à Los Angeles, à New York. Et puis, il vit sa vie aussi à l'étranger, dans les festivals, La Havane, Québec, Cracovie. Voilà. Et donc, en Afrique, l'idée, c'est qu'il soit vu, évidemment, le plus possible, de par aussi la résonance que peut avoir... Rendez-vous chez Fatimata, qui a une résonance. L'histoire des Maravillas, c'est moins connu, évidemment. Et aussi parce que c'est le groupe de Boncana, donc forcément, ça peut amener un vrai focus. L'idée, c'est aussi d'être un passage de témoin aussi par rapport à la nouvelle génération, de pouvoir avoir une espèce de conscience de l'histoire de son pays, de la musique, d'où ça vient. Et la musique en Afrique, elle est quand même faite de ça, quoi. Elle est faite que les petits nouveaux, je veux dire, les mecs qui font de l'afro-pop au Nigeria, les Wizkid, ils ont quand même comme référence Fela. Donc je pense que les jeunes mecs à Bamako, ils ont forcément aussi des références liées à la musique des anciens et de leur père, quoi. Et c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Et ce qui est intéressant aussi dans ce documentaire, c'est qu'il n'y a pas que le documentaire, il y a eu l'exposition de photos, il y a le disque. Comment vous êtes arrivé à gérer tout ça, à monter tout ça au niveau... Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que moi, mon idée, c'était que le disque ressorte. Donc ça, on a tout fait vis-à-vis des Grêmes pour avoir les droits de l'album original. Avec Universal, on a enregistré des nouvelles versions à la Havane. Moi, j'avais enregistré en 2004. Après, il y avait l'idée aussi de remonter une formule des Maravillas. Donc, par choix, enfin pas par choix justement, par la vie, il n'y avait plus que Boncana. Donc on a décidé à la Havane de remonter un groupe avec les anciens Cubains qui avaient joué avec Maravillas, donc il y avait quand même une filiation, et puis un espèce de casting qu'on a fait avec des musiciens du même conservatoire où ils sont allés 50 ans plus tôt.
Et après, il y a un journaliste de Libération qui s'appelle Jacques Denis, qui est venu faire un papier avec moi en 2010, qui est paru dans Libération, qui m'a dit cette histoire elle est quand même dingue, il faudrait faire une expo. Donc en fait j'ai proposé par son entremise au directeur des rencontres d'Arles de faire une exposition. Et c'était au moment où j'avais signé le projet, mais le disque n'était pas fini, le live n'était pas monté. Mais il y avait un intérêt des rencontres d'Arles, et en fait je suis retourné en Afrique au moment où je revois Bonkala en 2015 pour aller chercher des sources photographiques assez inédites qui expliquent tout l'environnement, on va dire, géopolitique et aussi festif de ces années-là en Afrique et tout. Donc ça m'a permis d'être sélectionné aux rencontres d'Arles, et ça a été la première prise de parole médiatique du projet. Et là, on a vu que ça prenait aussi, mais on était 2 ans avant, voilà. Donc cette expo qui s'appelait Swinging Bamako, on l'a refait cette semaine, il y a un vernissage le 10 septembre à la galerie Feel Good, 24 rue Sainte-Croix de la Bretonnie dans le 4e, et on fait une expo qui s'appelle Africa Mia, la fabuleuse histoire des Maravillas de Mali, qui reprend une partie de Swinging Bamako, et avec des nouvelles photos extraites du tournage et tout ça. Donc, moi, au début, je n'avais pas spécialement l'idée de faire, mais ce projet est devenu un projet vraiment cross-média. Et je trouve que raconter la même histoire avec des différents supports et la rendre universelle et pop, je trouve ça assez beau, quoi, parce que les photos racontent autre chose. Il y a une trentaine de photos des Maravillas, on les voit jeunes à la Havane. Il y a des photos de 2010 avec une photographe talentueuse qui s'appelle Karen, Paulina Biswell, qui a pris des photos en 2010. Il y a des photos de 2018, donc il y a une vraie filation photographique du projet qui est importante, je trouve, parce que la photographie en plus au Mali, c'est quand même Malik Sidibé, Sédou Keïta, voilà, il y a un lourd passif artistique. Qu'en pensez-vous de ce documentaire, voilà, le documentaire, la finalité? Je dirais toujours, c'est un bel hommage au premier président du Mali des années 60, et un bel hommage, et puis je le dédie au président et au peuple malien. C'est un hommage aussi à Fidel Castro et à son ex-ministre de l'Industrie, dans le temps c'était Che Guevara, et au peuple cubain. Et c'est un hommage aussi à mes compagnons qui sont morts. Et voilà, c'est la partie triste du film. Je suis content, en même temps triste avec des larmes dans le coin de l'œil, et voir qu'il y a quand même, le monde continue. Aujourd'hui, tout le monde va voir ce film dans le monde entier. Tout le monde connaîtra l'histoire de Maravillas de Mali à travers ce film-là. Les gens connaîtront le Mali aussi, connaîtront l'Afrique. Quand je dis l'Afrique, il y a le Mali, il y a le Niger, il y a la Côte d'Ivoire. Donc ça fait déjà les points centraux de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et une dernière question un peu qui pourrait être pour vous deux. Qu'est-ce que vous diriez si vous vous rencontriez jeune, donc là quand vous avez commencé à filmer dans cet hôtel Amitié au Mali, ou vous, à 20 ans, à Cuba, si vous retournez un peu, qu'est-ce que vous diriez à ce jeune qui... Qu'est-ce qu'on se dirait? Ouais. Bah écoute, t'es quand même bien cinglé de faire tout ça, mais c'est bien, faut le faire. Et vous, si... Moi, je dirais que actuellement, malheureusement, la musique en Afrique, je ne dirais pas au Mali, ça a changé d'orientation. C'est une leçon parce que sortir une musique des années 60, 50 ans après, ça veut dire qu'il y a eu du travail, il y a eu des compositions. Actuellement, c'est le motif vu, c'est les cacahuètes rapides mangées, fournies, et puis ça s'arrête après demain. C'est-à-dire que la musique, c'est un métier, la production cinématographique, c'est un métier. Et de suivre des exemples pour vivre de leur art 40 ans plus tard, que vivre comme Bonkala Mega. Moi, je vis de ma musique 50 ans après, et voilà un film qui va sortir, qui va parler encore, parce qu'il y a un orchestre qui appuie le film. Il y a l'orchestre Las Maravillas de Mali. Il y a l'orchestre, il y a le film, donc ça va marcher ensemble. Voilà, il faut faire le métier, il faut le prendre au sérieux et l'étudier. Parce qu'on a fait 10 ans assis sur des bancs pour apprendre Do, Ré, Mi, Va, Sol tous les jours. 18 ans de quête. 45 ans après leur séparation, un nouveau chapitre pouvait maintenant s'écrire pour les Maravillas. Africa,